Bonjour Salomé. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. J'ai l'impression qu'on commence toujours nos épisodes en pétant de rire parce qu'on est super gênés de faire cette intro. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des biopics. En ce moment au cinéma, il y a A Complete Unknown avec Timothée Chalamet Bing Bong. On était censé voir pour notre devoir d'aujourd'hui et qu'on n'a pas fait. Si. Donc c'est ces films qui nous donnent l'illusion de tout savoir sur une célébrité, un personnage historique ou plein d'autres genres d'ailleurs de biopics. Barthabé qui est juste là et qui est fasciné par ce qu'on est en train de dire. Bah ouais, comme les auditeurs. Bien sûr. Premier fan. Mais du coup, pourquoi c'est un genre qui nous attire autant? Pourquoi on aime autant voir des histoires vraies au cinéma? Est-ce qu'il y a un peu de voyeurisme là-dedans? Est-ce que c'est juste une fascination ou quelque chose qui fait qu'on a besoin d'inspiration ou qu'on cherche à s'identifier à une personne mieux? Ou est-ce que juste on a envie de croire que la vie c'est un film? Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc l'annonce du programme, c'est qu'on va décortiquer ensemble ce qui fait un bon biopic. On va avoir les attentes du public, les libertés prises par les créateurs, les performances d'acteurs souvent bluffantes et surtout à quel moment on passe de la réalité à la fiction. Alors, la définition d'un biopic, c'est la contraction de biographie, en anglais, et picture. Autrement dit, un film basé sur la vie d'une personne réelle. Mais attention, tous les films inspirés de faits réels ne sont pas forcément des biopics. Donc, par exemple, on va avoir Titanic. Titanic, c'est pas un biopic, même si c'est ancré dans l'histoire. En revanche, La Môme, Gandhi ou Amadeus, là, on est en plein dedans. Un biopic n'est pas non plus un documentaire. On abordera la question de la véracité des faits plus tard. Et un petit détour historique. Le genre existe depuis longtemps, mais il a pris de l'ampleur dans les années 2000 avec une véritable explosion de films récompensés et très, très académiques aussi parfois. Mais pourquoi est-ce que ce genre attire autant? On en parlait vite fait dans l'intro. Il y a l'attrait du réel. On aime voir des histoires vraies. L'identification et l'inspiration. On a envie de voir des choses qui peuvent nous motiver à être plus, à faire plus. Ou à se voir soi-même dans quelqu'un qu'en fait paraît tellement éloigné de nous. Il y a aussi évidemment la performance des acteurs qui souvent, c'est un travail de fou, on va le voir. Un peu ce monde des coulisses qui est un peu mystérieux. Qu'est-ce qui se passe derrière ces gens qu'on voit dans les magazines, dans les films, à la télé. Donc voilà, c'est un peu ça. Exactement. Donc, on va vous citer différents types de biopics qui existent. Mais évidemment, si vous avez d'autres catégories ou que vous pensez à des biopics en particulier, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Alors, le numéro 1, ça va être les biopics musicaux. Je pense que tout le monde connaît Bohemian Rhapsody ou La Môme. Ouais, plus ou moins 15% des biopics sont à propos de la musique. C'est un gros genre. C'est un gros genre. On va avoir les biopics sur les acteurs. Les acteurs. Il y en a plein. Il y en a sur Dalida, sur Marilyn Monroe, enfin voilà. Plus ou moins 10%. Yes. Les biopics sur les tueurs en série, on est à 5%, malgré que moi, perso, j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de biopics sur cette catégorie-là. Peut-être qu'on en parle juste plus parce que c'est des trucs qui choquent. Ouais, peut-être, et que ça fait plus polémique. Et puis, on va avoir d'autres biopics, mais on vous laisse nous donner lesquels. Mais du coup, toi, c'est quoi ton biopic préféré? Alors moi, mon biopic préféré, ça va être The Theory of Everything. C'est une brève histoire du temps. Si j'inversais le temps pour savoir ce qui a pu se passer au commencement. Remonter le temps. Remonter le temps. Continuez. J'ignore comment. Pour l'instant. De Stephen Hawking. Je suis fascinée par ce personnage, par ce scientifique. C'est quelqu'un dont j'ai lu beaucoup de livres et j'avais vraiment envie de voir un peu... On va dire que j'ai bien aimé le film parce qu'on voit justement ce côté scientifique et comment est-ce qu'il est devenu qui il est
aujourd'hui parce qu'il est décédé, mais je veux dire, il est devenu le Stephen Hawking. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un peu son histoire d'amour, sa vie familiale, comment il a traversé sa maladie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré tout ce mélange dans le film. Et l'acteur est très bon aussi. Oui. Et toi ? Moi, c'était les Fabelmans. On en a moins parlé. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, je savais même pas que c'était un biopic de base. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Et en plus, celui-là, ce qui est marrant, c'est qu'il est autobiographique, parce que c'est Spielberg qui réalise un film sur lui qui grandit et sa fascination pour le cinéma qui évolue avec le temps, sur ses parents aussi, sa famille. Et je trouvais que c'était hyper doux comme film, genre, contrairement à Elvis ou d'autres trucs comme ça, où genre ça pète de tous les côtés et on s'en sort plus, il se passe tellement de trucs. Là, Spielberg, c'était vraiment comme juste tout doux, tu vois vraiment des émotions assez proches de la réalité, quelque chose de... En fait, ouais, on peut s'y identifier blindé. Et les images sont très très belles aussi, c'est hyper inspirant. Du coup, la question maintenant, c'est comment un biopic est réalisé. Et en fait, plus que n'importe quel autre film, parce que n'importe quel film est déjà un peu galère, il y a toujours des galères sur un film. Oui. Un biopic, c'est encore plus galère. Parce que il y a l'aspect cinéma, il y a l'aspect droit, il y a tout ce qui est un peu moral aussi, comment le public va réagir à certaines choses qu'il va voir, à la façon dont on parle de la personne, et parfois même un peu de politique derrière tout ça. Mais il y a quelques étapes clés par lesquelles les réalisateurs vont passer avant de réaliser un biopic. Et la première, c'est le choix du personnage. Souvent, c'est un coup de cœur du réal, mais parfois, c'est peut-être une demande des studios aussi, ou un contexte social et culturel. Là, par exemple, on parle beaucoup de chanteurs en ce moment, avec Complete Unknown, tout ça. Mais il y a quelques critères, disons, pour choisir son personnage. Le premier, on va dire que c'est une vie pleine de rebondissements, parce que si t'as rien à raconter, voilà. Tu fais pas un film. Après, je pense qu'on a tous des trucs à raconter au final, mais bon. Mais je pense que ça attire plus le public quand c'est quelque chose d'un peu drama, polémique, bien évidemment. Clairement. Ensuite, ça doit être quelqu'un un peu d'emblématique ou de controversé. Quelque chose aussi qui va avoir un message ou une résonance avec ce qui se passe en ce moment, ça marche bien. Et avoir des archives disponibles, il faut qu'on puisse comparer, enfin pas forcément comparer, mais avoir des interviews, les proches toujours en vie peut-être qui peuvent nous parler de cette personne, nous aider à comprendre ce qui se passe derrière, pour raconter l'histoire en fait, et la raconter peut-être au plus proche de la réalité. Mais par exemple, Oppenheimer, c'était le cas du contexte culturel, parce qu'à ce moment-là, on reparlait de tout ce qui était science et responsabilité des armes, tout ce qui était autour du nucléaire, de la guerre et tout ça. Ça revenait sur le devant de la scène, donc c'était le bon moment pour sortir ça, quoi. Ouais. L'étape suivante, ça va être de voir s'il y a besoin ou non d'autorisation. Donc évidemment, ça va dépendre de qui est le personnage et de comment on le traite. Si par exemple la personne est décédée, en général on n'a pas besoin d'autorisation légale. Le droit à l'image cesse au décès dans beaucoup de pays, comme en France ou aux États-Unis. Mais les ayants droit, la famille, une fondation, les héritiers, peuvent faire pression ou déclencher des polémiques s'ils estiment que la mémoire du défunt est salie. Par exemple, il y a eu plusieurs biopics qui ont été fortement critiqués par les propres concernés ou leurs proches. Un exemple d'un propre concerné, c'est de Social Network sur Zuckerberg. Lui-même a critiqué le film en disant qu'on l'avait trop représenté comme un personnage manipulateur et froid. Maintenant, ce n'est que son avis à lui. Ah bon? Voilà. Il y a J. Edgar, qui est un film sur un représentant du FBI, qui est interprété par Clint Eastwood. Et en fait, ça a été critiqué par les proches, pas parce que le personnage ne correspondait pas à la personne, mais parce qu'ils font illusion dans le film à une relation homosexuelle entre le personnage principal et son associé. Qui n'existait pas.
je sais pas si l'associé existait, mais je pense que la relation homosexuelle était tellement mal vue par la famille que eux ne voulaient pas que ce soit... Ah ouais. Mais on sait pas si c'est réel ou pas. Ouais, quelle part de ça est vraie, quoi. Ouais, voilà. On va aussi avoir Bohemian Rhapsody qui a été critiqué par la commu LGBTQ+, parce qu'ils disent qu'il y a une minimalisation de sa sexualité et de sa maladie dans le film. Et évidemment, l'exemple le plus connu, c'est The Crown. Attends, j'ai du mal avec les titres aujourd'hui. Où la famille royale a obligé le réalisateur à mettre un panneau au début de chaque épisode indiquant qu'il s'agit d'une fiction. Ah ouais. Ouais. Et tout ça, ça concerne si la personne est décédée. Si la personne est vivante, il faut son autorisation pour utiliser son image ou son nom, si elle est identifiable. Et elle peut demander à lire le scénario pour poser des conditions, voire refuser. Par exemple, House of Gucci a été fait sans l'accord de la famille Gucci, qui a menacé des poursuites pour diffamation. Et Lady Gaga a refusé de rencontrer Patrizia Reggiani, affirmant qu'elle ne voulait pas qu'elle influence son interprétation. Bon, ça, je trouve ça un peu... parce que justement, elle est censée influencer ton interprétation, même si... t'es pas d'accord avec qui elle était. Je pense que t'es censé représenter un personnage réel. Donc ça fait voilà. partie du truc. Mais par contre, du coup, je me pose la question de Pam et Tommy. Tu sais, c'est la série sur Disney+, sur Pamela Anderson, parce qu'elle était giga contre. Ouais. Et elle est encore en vie. Donc comment c'est sorti sans son autorisation si elle était contre ce truc? Parce que... Ou alors ils ont juste pas du tout fait passer ça comme un biopic et vraiment comme une fiction, quoi. J'allais dire, je pense que il est marqué le fameux panneau inspiré de faits réels, mais qu'il n'y a pas... Après, ils ont utilisé les mêmes noms, donc c'est ça qui est un peu étrange. C'est ça, c'est son nom, c'est Pamela. J'avoue, pour ce biopic-là, je n'ai vraiment aucune idée. Et tout le monde sait que ça parle de sa vie à elle. Bah oui. Ouais. À voir. Pas hyper On se renseignera pour vous en dire plus au prochain. Et alors, pour les biopics musicaux, il faut acheter les droits musicaux auprès des maisons de disques ou des héritiers. C'est souvent ce qui bloque ou ralentit certains projets. Exemple, le biopic sur Prince est resté bloqué pendant des années à cause de sa succession. Ah là là, compliqué déjà, alors qu'on n'a même pas encore commencé à écrire. Ça me donne vraiment pas envie de réaliser un biopic un jour. Non, moi non plus. Et bah, du coup, on en vient à l'écriture du scénario. Le truc, c'est qu'on peut pas raconter une vie entière en 2 heures. C'est impossible. À la limite, tu fais une série si vraiment tu veux tout raconter. Mais il y a des choix à faire, quoi. Donc déjà, choisir quelle période de la vie on va prendre de cette personne. Est-ce qu'on reste factuel ou est-ce qu'on prend des libertés? Est-ce qu'on adopte un point de vue critique, plutôt aller dans l'intimité de cette personne, ou plutôt le montrer un peu comme un héros? Et c'est là qu'en fait, ça devient un peu un terrain glissant. Il y a certains scénaristes qui font un vrai travail d'historien. Il y en a d'autres qui vont aller chercher l'émotion avant la vérité. Mais souvent, on va modifier des faits, des dates, voire des personnalités pour la dramaturgie, quoi. Après, est-ce qu'un bon biopic doit être 100% fidèle à la réalité? C'est un peu... Est-ce que c'est pas plus important au final de garder juste l'essence du personnage, même si les faits sont un peu tordus? Je pense qu'on pourra jamais avoir 100% de la réalité, parce que si la personne est décédée, par exemple, c'est impossible d'avoir... Même, moi, si un jour on veut réaliser un biopic sur moi, je me rappellerai jamais de tout ce que j'ai traversé, absolument. Donc, c'est, je pense, très compliqué. Mais en même temps, faut pas trop non plus exagérer les traits et, c'est ça. Et c'est pas de détourner la même chose, quoi. Ouais, voilà. C'est une question de respect, ouais. Parce que, en soi, même nous, si on racontait la même histoire, qu'on a vécu exactement la même chose, nos points de vue ne seraient pas les mêmes. Mais un excellent exemple de ce qu'on vient de dire, c'est les films Elvis de Baz Luhrmann et puis Priscilla de Sofia Coppola, qui parlent de la même personne au final, Elvis Presley, mais sous 2 points de vue vraiment très différents. Elvis, ça présente un peu le chanteur sous toute sa gloire. Bon, après, il y a aussi sa descente aux enfers. Et puis, il y a Priscilla de l'autre côté qui prend le regard plus intime de sa relation avec Priscilla, du point de vue de Priscilla. Et c'est drôle parce que c'est réalisé par un homme et réalisé par une femme, quoi. Ouais. Donc ça montre aussi la différence de point de vue. De ouf. Franchement, faites l'exercice de regarder les deux, vous verrez, c'est pas du tout la même personne au final. Alors que c'est sûrement 2 aspects de la même personne.
C'est lequel ton préféré entre les deux? C'est dur. C'est dur parce que Baz Luhrmann, c'est mon réel préf. Donc j'aime bien le spectacle, le côté burlesque et tout ça. Ouais, moi je trouve que les images sont mieux dans Elvis. Mais... Ouais. Mais après, Priscilla, elle a vraiment un côté plus touchant ouais, aussi. c'est ça. Mais après, ouais, c'est C'est deux genres difficile. différents. Donc c'est Toi, vrai t'en que... as un préf? Non, la même chose que toi. J'ai du mal. Je trouve que Elvis est extrêmement bien réalisé. Mais en même temps... Et en même temps, dans Priscilla, ça me paraît plus honnête, plus sincère. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est dur, hein. Oui. Et puis au final, regarder les deux, ça t'amène plus d'informations sur une même personne. On n'a jamais une facette de nous. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses. Du coup, la question de l'objectivité, quoi. Est-ce qu'on peut réellement être objectif sur une personne, sur comment on va la représenter? Je pense pas. Je pense que chacun a son point de vue. Et donc voilà, c'est un peu la dernière étape qui va venir, mais la plus grosse aussi, avant le casting et puis la réalisation du film. Alors évidemment, dans les biopics, ça va être l'actrice qui va être au centre du projet. Certains rôles sont même écrits pour eux, d'autres demandent un casting très pointu et parfois controversé. Alors, le travail requis de l'actrice dans un biopic, c'est une véritable immersion. On ne joue pas un personnage fictif, on incarne quelqu'un que les gens connaissent déjà, donc c'est parfois très très bien, mais parfois ça peut être un challenge monumental, voire une pression énorme. Et par la suite, j'imagine qu'avec les retombées et les polémiques, ça peut aussi avoir un impact sur la carrière de l'actrice. Donc pour se préparer à un rôle pareil, l'actrice passe par différentes étapes. La première, ça va être la documentation. Du coup, il faut vraiment devenir un expert en la personne. C'est un peu creepy comme ça. Tu vas aller vraiment voir la personne sous toutes ses coutures. Ouais. Tu vas regarder des interviews, biographies, tout ce qui est disponible en ligne. Mais tu vas aussi aller voir les films un peu plus perso d'archives qu'ils ont à la maison, chez eux, comment ils s'expriment sur les réseaux sociaux, des témoignages des proches si c'est possible, s'ils acceptent d'en parler. Par exemple, Austin Butler, il a tellement étudié Elvis pendant 2 ans, ça lui a pris pour vraiment étudier le personnage avant de le jouer, qu'à la fin, il avait carrément intégré son accent et sa voix... au point de pas pouvoir s'en débarrasser après, quoi. There's that thing where energy is neither created nor destroyed, and you feel things that it's hard to actually put into language. Yeah, because it's these really intense feelings. On a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux de sa voix qui ne changeait plus. Ouais. Ensuite, on va avoir la compréhension de la psychologie du personnage. Donc, au-delà du corps et de la voix, l'actrice doit aussi comprendre les émotions, bien entendu, les contradictions, les blessures de la personne et tout ce qui entoure et ce qui est plus profond au fond du personnage. Donc, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça ? Elle agit comme ça. Qu'est-ce qui la hante ? Quelle image veut-elle donner au monde et qu'est-ce qu'elle cache, etc., etc. Donc c'est un travail qui est essentiel pour éviter la caricature. Et surtout, quand on joue quelqu'un de très connu, on va chercher à capter l'essence même de la personne et c'est pas seulement une imitation. Non. Ça va au-delà de ça. Ouais. Et puis, il y a la partie, souvent celle qui fait parler le plus, de la transformation physique. Je sais que là, en ce moment, il y a Sydney Sweeney qui filme... Je ne sais pas si c'est un biopic, je pense, sur une boxeuse et qui, du coup, tout le monde l'a critiquée sur son physique parce qu'elle a pris du muscle, quoi, elle a pris de la masse et il y a eu un énorme... Enfin, ça fait parler tout le monde. Dès qu'il y a une photo qui sort de la meuf, c'est folie. Parce qu'aussi, elle est tellement connue pour son corps et son physique que le fait qu'elle le change, ça l'a... même si c'est pas correct et que c'est pas sur ça qu'elle devrait être jugée, mais bon. Ouais. Donc, il y a des outils qui sont utilisés pour... avoir cette ressemblance avec la personne réelle. Il y a d'abord du visionnage répété pendant la documentation, à force de revoir des trucs sur la personne, t'adoptes un peu sa façon de bouger, de parler, etc. Il y a le travail corporel, donc comme je disais, la façon de marcher. Mais il y a aussi des petits trucs comme tenir un micro, la façon de bouger les mains. Il y a Marion Cotillard, par exemple, dans La Môme, qui a appris à désarticuler sa bouche et tordre son corps pour recréer la posture de Piaf, ce qui lui a laissé des douleurs physiques après le tournage même. Je vais t'écouter tous les soirs chez Leplay, tu as beaucoup à apprendre. Oh, t'es bien le premier qui me dit ça. Articule. Reprends. Ça n'existe pas, chante comme je parle. Donc ouais.
Puis il y a le coaching vocal pour tout ce qui est un peu plus biopic musicaux, mais pas que. Et alors là, justement, il y a la question dans les biopics musicaux de est-ce qu'il faut être chanteur pour incarner une star de la musique au cinéma? C'est un peu controversé parce que... En fait, ça dépend si dans le biopic, l'actrice va chanter elle-même ou ça va être du playback. Ouais, et alors, il y a différentes façons de faire. Je sais que dans Rocketman, Taron Egerton, il a chanté tout lui-même. It's a little bit funny, this feeling inside. Mais il y a eu un énorme training vocal avant. Je pense que de base, il avait peut-être un timbre ou quoi qui collait avec Elton John. Et Elton John lui-même a validé l'interprétation après. Mm-hmm. Mais par exemple, pour Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un mélange de sa voix et de la voix de Freddie Mercury pour créer quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Donc, l'acteur chante, mais pas que. Ok, waouh. Donc, c'est intéressant. Mais de nouveau, c'est pas parce que tu sais chanter comme la personne que tu sais la représenter. Ouais. Enfin, ça fait partie un peu de cette imitation. Et imiter, c'est pas jouer. Donc c'est un peu un débat. Est-ce que le mimétisme parfait peut impressionner? Oui, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu es habité par le personnage? Pas forcément. Il y a le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, qui a fait un énorme flop. Ouais, mais la pauvre actrice et même le réalisateur... parce que je l'ai pas vu, donc je peux pas juger. Mais de ce que je vois, ça a pas l'air non plus si horrible, quoi. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Enfin, on a l'impression qu'elle a quand même travaillé, qu'elle a quand même fait un chemin pour essayer de lui ressembler un maximum. Donc ça me rend triste, je pense les retours. Oui, mais surtout ce qui a été critiqué, c'est le chant. Et je pense que là, pour le coup, c'est un truc où ils auraient pu faire comme dans Bohemian Rhapsody parce que la voix d'Amy, elle est tellement particulière. Comment tu recrées ça? Il n'y a personne qui... Enfin, ou peut-être une personne sur cette terre qui sait le faire et pas forcément acteur. Mais du coup, c'est ce qui a été critiqué. Ils ont souligné qu'un biopic musical, ça peut pas seulement reposer sur la ressemblance physique ou la copie de la voix. On doit réussir à capter l'essence de l'artiste et c'est ça le défi, en fait. Alors, par contre, parfois, il n'existe pas assez de matière, donc il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de vidéos, où le projet revendique une part de fiction. Dans ce cas-là, l'actrice a plus de liberté pour réinventer ou interpréter. C'est là que se pose la question, est-ce que je joue cette personne ou est-ce que je joue ma version de cette personne? C'est un peu plus compliqué. Donc, au final, est-ce plus difficile de jouer une personne réelle dont on connaît l'apparence, la voix, la gestuelle, plutôt qu'un personnage fictif? Il y a moins de liberté, mais plus de repères, donc peut-être moins ou plus de pression au final, parce que c'est vrai que tu as plus de pression de représenter la personne exactement comment elle est et sans vouloir la décevoir. Pour reprendre mon exemple de mon biopic préféré avec Eddie Redmayne qui joue Stephen Hawking. Stephen Hawking, dans son livre, parle de l'interprétation d'Eddie Redmayne et le félicite pour son interprétation. Mais je pense que ça doit être une pression énorme de jouer quelqu'un parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont vraiment heureux de comment on les représente à l'écran, quoi. Ouais, ça doit être rare. Je pense qu'il y a quand même une pression assez forte. Mais dans tous les cas, interpréter une personne ayant existé, je pense que ça reste un exercice unique et ça doit être très, très fun. Ouais. Et alors, ensuite, on parlait de cette pression. Forcément, il y a les attentes du public, il y a aussi les attentes de l'acteur. Souvent, quand on va rentrer dans un biopic, il y a un peu une petite blague là-dedans à Hollywood qui dit si tu veux un Oscar, joue quelqu'un de célèbre, si tu veux 2 Oscars, chante en même temps. Et c'est vrai, c'est un peu un tremplin pour les récompenses aux Oscars, aux Césars. Mais c'est aussi un terrain risqué parce que soit tu es applaudi pour ta transformation, soit tu es critiqué pour en faire trop ou pour ne pas ressembler assez. Donc c'est un peu pente glissante aussi. Les gens critiquent, mais avant, essayez de le faire. C'est vrai ça? Oui. Mais du coup, toi, si tu pouvais interpréter quelqu'un? Bon, moi, mon interprétation de rêve,
ce serait soit Marilyn Monroe, mais ça a déjà été réalisé par Ana de Armas, qui l'a très bien faite d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aurais kiffé jouer ce rôle-là parce que je pense que Marilyn Monroe, c'est un personnage qui peut être fun à représenter, qui a à la fois ce côté très burlesque et ce côté dramatique. Donc, Après, ça a été fait, mais tu peux le faire sous d'autres points de vue. Hein, c'est vrai, voilà. Comme Priscilla et Elvis au final. Ou Romy Schneider, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et dans mes interprétations de rêve, je vois pas trop à qui d'autre je pourrais plus ou moins ressembler, quoi. Je pense qu'il y a des gens que j'aimerais bien représenter, mais à qui je ne ressemble pas du tout. Donc, c'est pas possible. Mais par contre, j'ai tourné dans un film en ça remonte, 2019, 2020, bref, je ne sais plus, où c'était un film qui s'appelait... C'était pas un biopic, c'est ce qui s'appelle un docu-fiction. Donc, ça va retracer l'histoire... pour ce film-là, des grèves de 1961 en Belgique. Et j'ai eu l'occasion d'interpréter une femme qui a existé pendant ces grèves et qui a été un pilier pendant ces grèves. Et moi, en fait, je la représentais quand elle avait 20 ans. Et là, maintenant, elle était plus âgée. Et donc, au moment de la projection du film, je l'ai rencontrée pour de vrai parce qu'avant ça, j'avais plus ou moins ses critères et sa gestuelle, mais je ne savais pas exactement à quoi elle ressemblait en vrai. Et donc, la rencontrer, ça a fait quelque chose quand même. Ah ouais, c'était super. Ouais, super expérience. Et toi ? Moi, je pensais à Anna Thaoué, mais pas Anna Thaoué l'actrice. Hein. Et d'ailleurs, je lui ressemble pas, donc... Bon, en vrai, ça pourrait. Oh, merci. mais plutôt la femme de Shakespeare. Il y a eu des livres d'ailleurs sur tout l'entourage de Shakespeare, tout ça, parce qu'on parle beaucoup de lui, mais tout ce qui l'entoure est aussi assez mystérieux. Ils ont eu 3 enfants, dont Hamnet qui est mort à 11 ans. Shakespeare, il a eu 2 femmes, c'était un peu une situation compliquée. Puis il y a un peu la rumeur comme quoi c'est sa femme qui aurait écrit les pièces et pas lui. Et un peu, qui sont les femmes derrière l'homme. Je trouve ça assez stylé. Ouais, très sympa. Du coup, maintenant, on va parler de l'impact et les risques qu'il y a à faire un biopic, parce que déjà, c'est un terrain glissant au moment de l'écriture, mais alors une fois que c'est sorti, ou au moment du jeu et de filmer, c'est encore plus compliqué. Il y a un peu, d'abord, ce qui regarde l'acteur comme risque. Le plus gros, c'est quand on va jouer quelqu'un qui est détesté, quoi. Mais pour raconter certaines histoires, il faut jouer ces personnes-là. Par exemple, quand c'est un tueur en série, Hitler, comment tu te glisses dans le mental et dans la peau de ces personnes-là, ça peut avoir un effet hyper destructeur sur l'acteur derrière. Souvent, ils sont suivis par des psychologues, il y a tout un travail à côté. Mais il y a certains acteurs qui vont aller jusqu'à faire du method acting pour ces rôles-là. Et là, c'est un peu inquiétant, quoi. Parce que c'est quelque chose de risqué. Par exemple, tu as Evan Peters qui s'est glissé dans la peau de Jeffrey Dahmer. Plaisir. Pour la série c'est sur Netflix, je crois. Ouais. Et en gros, après avoir filmé ça, il a quand même révélé dans des interviews que ça l'avait profondément atteint et marqué. Une fois qu'il a eu terminé le tournage, il a fait une année sabbatique d'1 an, une longue pause. Il est allé à Saint-Louis pour voir ses amis et sa famille. Il dit qu'il a regardé en boucle Step Brothers, je sais pas si tu vois. Et ouais, il a arrêté de travailler, mais encore aujourd'hui, apparemment, il a du mal à en parler de cette expérience. Mais ce qui est fou, c'est que pour Dahmer, les gens, il n'y a même pas eu cette polémique de détester l'acteur après. C'était justement l'inverse, je trouve. J'ai l'impression que tout le monde fantasmait sur ce gars et tout, et c'était encore plus malsain. Il y avait une atmosphère horrible après la sortie de Dahmer. C'est vrai que c'est aussi parce qu'Evan Peters, comme il est connu pour faire toujours des rôles assez dark, il était dans American Horror Story, tout ça. Ouais. Au moment de caster, les gens le voyaient déjà dans ce rôle. Ils étaient là, il faut que ce soit lui. Et donc, il y a un peu cette adoration autour. Là, heureusement, c'est resté quand même plutôt sur l'acteur, même si ça a dérapé, que sur le personnage en lui-même. Mais on verra, il y a des cas où c'est le personnage qui commence à être adoré. Et on sait qu'il y a des femmes qui envoient déjà des lettres d'amour à des tueurs en série en prison, des trucs
Et ouais, ce genre de série, ça peut réveiller ça aussi, quoi. Ouais, clairement. Il y a Tom Holland aussi qui a un peu eu ce même parcours quand il a fait The Crowded Room pour Apple TV+. Apple+, je sais plus. Apple TV, je crois, Apple, ouais. voilà. Lui, il a travaillé avec des psychologues avant pour comprendre ce que c'est un trouble de la personnalité. Il a aussi arrêté complètement l'alcool pendant tout le tournage pour être sûr de garder un peu son mental sain. Mais malgré ça, il dit qu'il y a... En plus, il a fait Spider-Man et il dit qu'il n'est pas étranger à tout ce qui est physique, au travail physique. Enfin, tu sais, il fait des saltos, le gars, il fait des trucs de fou. Il n'a pas peur d'utiliser son corps, mais là, c'était un peu la première fois où il utilisait vraiment son mental à ce point. Et il dit que ouais, ça lui a laissé des séquelles et qu'il lui a fallu du temps pour récupérer après. Il a fait comme Evan Peters, il est parti, mais lui au Mexique. Pendant 1 semaine, il a passé du temps à la plage et là, il a pris une petite année sabbatique aussi. Il a bien fait. Très bonne idée. Il faut. Il y a eu Tahar Rahim aussi qui a interprété The Serpent. Alors lui, ça n'a pas vraiment eu d'impact ni sur lui ni sur le film à la sortie. C'est plus avant pour le travail qu'il a accompli pour représenter The Serpent. Il dit qu'il n'a pas voulu aller le rencontrer parce qu'il ne voulait pas humaniser un monstre. Ou risquer de se laisser influencer par sa version des faits, parce que c'est vrai que The Serpent est hyper connu pour les interviews, qu'il veut être hyper populaire, il veut justement qu'on voit son visage, et Tahar Rahim avait peur de se faire manipuler par ce tueur en série. Il a dit « Je ne voulais pas que son charme m'atteigne, il est trop manipulateur, je devais me protéger pour pouvoir rester honnête dans mon interprétation. » Donc il voulait garder une distance critique. Ouais. Et pour pas tomber aussi dans l'admiration inconsciente. Parce que c'est vrai que s'il est bon manipulateur, tu peux te dire waouh, en fait, le personnage est fascinant et lui donner une toute autre facette. Et en même temps, c'est vrai que les deux avant, ils avaient même pas cette question de rencontrer la personne parce qu'ils sont plus là. Ouais. Mais là, ouais, c'est chaud. Surtout rencontrer quelqu'un qui a fait des trucs aussi horribles. Ouais, vraiment. Et alors, il y a le dossier Maldoror qui vient de sortir. C'est un peu le plus récent, je pense, en termes... Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un biopic, parce que c'est inspiré de Marc Dutroux. Donc, ça a été réalisé par Fabrice Duwels. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de documentaires sur Dutroux, mais qu'il n'y a jamais eu de film. Donc, il a pris cette opportunité d'en faire un film, mais sans pour autant indiquer qu'il était inspiré exactement par Marc Dutroux. Mais bon, quand tu lis le scénar du film, enfin le script, tu comprends très vite que c'est ça. Ça parle de 2 petites filles enlevées à plus ou moins la même période. Et là, je ne sais pas exactement le travail des acteurs, mais je sais que de base, ça devait être Benoît Poelvoort qui devait interpréter, et que finalement, il ne correspondait pas assez au personnage, et donc on l'a changé. Et qu'à l'inverse, pour pas que ce soit trop accentué sur le serial killer, enfin, Marc Dutroux, quoi. J'ai pas envie de dire Marc Dutroux parce que c'est pas lui dans le film, c'est un autre nom. Mais pour pas que ce soit trop accentué sur le tueur, en fait, on suit un policier, un commissaire dans l'affaire. C'est assez stylé comme point de vue. Ouais, c'est très chouette aussi, je trouve. Et donc, ça soulève la question suivante. Jusqu'où un acteur doit-il aller pour être authentique sans risquer de compromettre sa propre santé mentale ? Est-ce que se plonger aussi profondément dans un rôle aussi détestable, ça peut nuire à l'intégrité de l'acteur ? Et certaines critiques soulignent que cette immersion excessive dans des rôles négatifs pourrait mener à une perte de repères et à des conséquences psychologiques durables. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'on peut justifier justement cette immersion extrême ? Est-ce que tu es pour ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que pour toute histoire, il faut raconter les choses et dans la plupart des histoires, il y a un méchant. Après, ça dépend à quel point cette personne va dans le côté sombre. Mais je pense que le method acting, en tout cas pour moi, c'est pas une solution. Mais par contre, essayer de travailler pour le bien de l'œuvre et pas en se disant je dois représenter cette personne et lui faire honneur, parce qu'en général c'est ça le truc du biopic, c'est que tu vas mettre quelqu'un en valeur, mais là ça doit pas être le cas pour moi, pour un serial killer en tout cas. Et à ce moment-là tu travailles pour le bien de l'œuvre et pour raconter l'histoire des victimes, des gens autour que ça a atteint, plus que peut-être qu'en restant focus là-dessus tu peux conserver ton mental mais après j'ai pas vécu l'expérience, donc à voir. Et toi ? Pareil que toi, en vrai, je trouve que quand il s'agit d'un personnage négatif,
Je trouve que s'immerger autant dans un personnage... En fait, j'ai jamais été vraiment pour cette méthode actor studio qui consiste à vraiment suivre la personne que tu interprètes pendant des années, des mois, des semaines en fonction du travail dont tu as besoin. Donc moi, je trouve que notre métier d'acteur consiste à reproduire ces personnages. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on joue, et pour moi, ça reste de l'imitation, même si on disait tout à l'heure que quand on fait un biopic, il faut savoir interpréter à la perfection une personne réelle. Mais pour moi, ça reste quand même de l'imitation, étant donné que tu ne seras jamais cette personne-là. Et donc, je suis un peu contre cette méthode de devoir autant s'impliquer, autant se nuire à soi-même pour pouvoir représenter... De toute façon, tu ne seras jamais cette personne, donc pourquoi pousser au-delà de tes limites pour la représenter, en fait. Moi, c'est plus ça, et surtout quand c'est une personne négative, émotionnellement, c'est hyper exigeant de demander à l'acteur de se mettre totalement dans la peau du personnage, quoi. Ouais, c'est clair. Même en dehors du tournage. Ouais, et puis même en essayant de t'immiscer jusqu'au plus petit pore de la peau de cette personne, genre, comment, à un moment, tu vas te dire, ok, je comprends pourquoi Jeffrey Dahmer a mangé le gars qui l'a tué là. Genre, ouais. C'est impossible, c'est quelque chose qui fonctionne pas dans sa tête au gars, et tu peux pas ne pas faire fonctionner ta tête autrement. Enfin, exactement. C'est... Ouais, mais bon, il y en a qui le tentent. Alors risque c'est terrible. Ça donne des bons films. Mais à nos auditeurs, santé mentale avant tout. Hein. Voilà. Il y a ensuite tout ce qui est impact sur la personne interprétée et son entourage. Souvent, c'est un aspect qui est un peu négligé. Mais l'impact que ça peut avoir sur les personnes dont la vie est racontée, surtout quand elles sont encore en vie, ou sur ce que leur famille doit revivre, quand c'est des événements douloureux surtout, c'est compliqué, quoi. Il y a l'aspect positif de tout ça parfois, où on revigore l'héritage d'un chanteur, par exemple Bohemian Rhapsody, toutes leurs chansons elles sont remontées dans les charts. On peut vraiment donner une nouvelle vie à une carrière, ou redorer l'image d'une personne. Mais il y a cet aspect négatif aussi qui est bien présent, et c'est quand tu fais ressortir des blessures qui étaient profondes pour les familles ou pour les personnes impliquées. Par exemple, il y a la mère d'une des victimes de Dahmer qui a exprimé sa souffrance quand elle a vu, après la sortie de la série, des jeunes déguisés en Dahmer dans la rue pour Halloween, quoi. Enfin, c'est compliqué. Non. Pareil avec la série des frères Menendez. Eux, ils sont encore en vie, ils sont en prison. Et ça a fait ressortir toute une histoire qui arrivait enfin un peu à un... ça commence à être bouclé, ce truc. Eux, ils pensaient en être sortis. Et ressortir tout ça, c'est terrible, quoi. Et surtout si ça peut... modifier je sais pas si ça l'a fait au final ou pas, mais il y avait des histoires comme quoi ils auraient pas pu faire appel ou faire des trucs comme ça après à cause de ça. Bref, faut faire gaffe à ce qu'on fait quand on parle des gens. Est-ce que aussi il y a un peu ce truc de t'en parlais avant, romantiser. Ouais, c'est ça le problème, c'est que parfois on a tendance à... je trouve Dahmer ou même les frères, c'est un peu ce truc aussi. Perso, je trouve qu'on prend très vite parti pour eux, surtout quand un procès est déjà terminé, mais qu'on relance un peu le débat de savoir s'ils sont vraiment coupables ou pas. Si derrière, il y a en plus une série qui sort ou un film et que dedans, c'est des beaux gosses qui interprètent, il y a une romantisation dedans. Zac Efron en tête Bundy. Voilà, exactement. Vous êtes élégant, mon vieux. Je me suis déguisé en avocat aujourd'hui. I get very scared, but he's also really dreamy. C'est celui-là que j'allais dire juste après, c'est le meilleur exemple, c'est vraiment, je trouve, une romantisation qui peut trop influencer l'opinion publique sur les faits que la personne aurait pu commettre. On va lui donner une allure charmante, et ça va... Ouais, en fait, malgré l'intention du film de dévoiler la vérité, malheureusement, on va rendre sexy et minimiser par la suite la gravité de ces crimes et l'impact dévastateur sur ces victimes, quoi. Donc, ce genre de traitement peut aussi affecter les familles des victimes qui voient un criminel représenté comme une figure presque
héroïque, beau gosse, sympa, ce qui est d'autant plus douloureux, j'imagine. C'est clair. On termine par notre fameux Actu People. Yes. Avec notre caméraman qui se pète la gueule. Donc, avec nos fameuses anecdotes People. Donc, on sait que bientôt, il va y avoir une série de biopics qui va sortir sur les Beatles. C'est le réalisateur Sam Mendes qui a aussi réalisé 1917, Skyfall, Empire of Light, qui prévoit de faire une série de 4 films. Donc je disais justement hors caméra que je ne savais pas que c'était une saga. Moi, je pensais que c'était une série avec 4 épisodes. Mais apparemment, ça va être vraiment 4 films qui vont être centrés sur chacun des chanteurs des Beatles. Donc on va avoir Paul McCartney qui va être représenté par Paul Mescal, John Lennon par Harris Dickinson, George Harrison par Joseph Quinn et Ringo Starr qui va être représenté par Barry Keoghan. Un cast vraiment. Oui, j'ai trop hâte. Après, il y a un biopic sur Bruce Springsteen qui va sortir, Deliver Me From Nowhere, avec mon bébé Jeremy Allen White. Oh my god. Et ça va retracer la création de l'album Nebraska en 1982, avec Jeremy Strong aussi qui jouera le rôle de John Lando, qui est l'ami et le producteur de Springsteen. Et le film est réalisé par Scott Cooper et prévu pour fin 2025. Yes. Il y a également un biopic sur Michael Jackson. Il était temps parce que je me suis déjà dit plusieurs fois que ça... Tout le temps des docus. Ouais, tout le temps des docus. Donc ça va être réalisé par Antoine Fuqua. Ce film retracera la vie du roi de la pop. Et c'est Jafar Jackson, qui est son neveu, enfin le neveu de Michael, pas du réalisateur, qui va prendre le rôle principal et donc interpréter son oncle. Donc trop bien. Et ça sortira le 2 octobre 2025. Il y a déjà une date très précise. Ah ouais. Après, on a 2 projets sur des artistes féminines. Il y a Ronnie Spector qui va avoir son biopic, joué par Zendaya. Enfin, elle est pressentie, on ne sait pas. Il n'y a rien de confirmé. Mais donc, elle va incarner normalement la chanteuse des Ronettes dans le film qui s'appellera Be My Baby, qui sera produit par A24 et basé sur les mémoires de Spector. Il y a aussi un film sur Sister Rosetta Tharpe, joué par Lizzo. Ouais, je l'aime trop, je suis trop contente. Et donc, il va jouer la marraine du rock'n'roll dans un biopic produit par Amazon. Oui, et finalement, on a les rumeurs sur le fameux biopic sur Britney Spears, qui j'espère ne sont pas des rumeurs. Donc, c'est des spéculations qui circulaient sur le casting, avec des noms comme Millie Bobby Brown, Ariana Grande ou Sabrina Carpenter. Ouais, moins fan, mais on verra. J'avais entendu Tate McRae aussi. Ouais. Je sais que les gens veulent voir ce serait Tate logique McRae pour la danse aussi. Et parce qu'elle lui ressemble super fort physiquement. C'est vrai. Mais cependant, le réalisateur a démenti ces rumeurs, affirmant que le projet est encore à ses débuts et qu'aucun casting n'a été confirmé. Je pense qu'il attend un peu l'opinion publique aussi. Et pour l'info, le gars qui va réaliser ça, c'est celui qui a fait Step Up. Ah oui, oui c'est vrai. J'ai pas dit. Mais oui. Et Wicked plus récemment, mais bon, Step Up quoi. Step Up quoi. Pour résumer, le biopic, c'est un genre fascinant qui allie histoire, drame, performance d'acteur. Mais jusqu'où peut-on transformer la vérité pour servir une histoire ? Ça, c'est encore un truc qui va faire débat pendant des années. Oui. Et si je peux juste rajouter un truc, est-ce que les réalisateurs de biopic, s'il vous plaît, c'est hyper chouette d'avoir des acteurs et actrices connus qui interprètent des rôles, mais si vous voulez, prenez des jeunes acteurs et actrices qui ressemblent plus aux personnages la personne réelle que ceux qui sont connus et les transformer. Pour la fame. Please, donnez-nous des rôles. Voilà, n'hésitez pas à nous dire quel est votre biopic préféré en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez soit nous écouter sur Spotify directement sur Papote et Popcorn, soit sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Papote et Popcorn, épisode 3. Cet épisode a été écrit et produit par Marine Decour et Salomé Biver, avec la participation de Paul Labo à l'image et au son et de Mabel à la musique.